Ma cousine m'a envoyé un message, ton ex-stalker vient de sortir de prison et il a ton adresse. J'ai fixé le message pendant 30 secondes avant que mes mains ne commencent à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Marcus, après 3 ans derrière les barreaux, il était sorti et avait réussi à me retrouver. J'avais déménagé à l'autre bout du pays, changé mon nom de famille, effacé toute trace de ma vie d'avant en ligne, mais rien de tout cela n'avait d'importance s'il avait mon adresse. Mon cousin Tyler a immédiatement enchaîné. Un copain de cellule lui a dit, Marcus planifie ça depuis des mois. Il est obsédé. Tu dois partir maintenant. L'appartement a soudainement semblé exposé. Chaque fenêtre un point d'entrée potentiel, chaque ombre un lieu de cachette. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols pour quitter la ville. Mon curseur planait au-dessus de destinations suffisamment éloignées mais assez proches pour y retourner en voiture si nécessaire. Mais où pourrais-je aller où Marcus ne finirait pas par me retrouver? Il m'avait déjà retrouvé alors que je pensais être en sécurité. Il y a 3 ans, j'avais obtenu une ordonnance de protection après qu'il ait pénétré dans mon appartement et attendu dans mon placard de chambre pendant 6 heures jusqu'à ce que je rentre du travail. Le regard dans ses yeux quand je l'ai trouvé assis sur mon lit tenant mon pull préféré hantait encore mes cauchemars. Il avait été calme, presque doux, en expliquant que nous étions faits l'un pour l'autre et que je finirais par comprendre si je cessais de me battre contre ce qui était censé être. La police l'avait arrêté cette nuit-là, mais Marcus avait violé l'ordonnance de protection 17 fois dans les mois suivants, se présentant à mon travail, me suivant au supermarché, laissant des cadeaux sur mon pare-brise avec des mots sur sa patience. L'incident final s'est produit alors que je dînais avec des amis dans un restaurant du centre-ville. Marcus avait réussi à décrocher un emploi de livreur juste pour pouvoir entrer dans le restaurant et s'approcher de notre table. Il s'était agenouillé à côté de ma chaise et m'avait demandé en mariage avec une bague qu'il avait faite avec des sacs de commission de prison tressés, parlant assez fort pour que tout le restaurant l'entende de notre amour qui avait survécu à son absence temporaire. Les autres clients avaient trouvé cela romantique jusqu'à ce qu'ils voient mon visage. Mon amie Rebecca avait appelé le 911 pendant que Marcus continuait son discours sur le destin et les âmes sœurs. Quand la police est arrivée, il s'était calmement rendu en donnant la bague et leur avait dit qu'il comprenait que j'avais besoin de plus de temps pour digérer mes sentiments. Ce fut l'incident qui lui valut finalement 3 ans de prison d'État pour harcèlement et violation d'une ordonnance de protection. 3 ans que j'avais utilisés pour construire une nouvelle vie à Seattle, pensant que la distance et le temps me garderaient en sécurité. J'ai rappelé Tyler immédiatement. Comment a-t-il eu mon adresse? Je ne connais pas tous les détails, mais son codétenu a dit, Marcus a passé les 3 ans à te rechercher. Il a fait imprimer des photos de tes réseaux sociaux avant que tu n'effaces tout. Il connaissait ton travail, ton appartement, même ton café préféré. Mon estomac s'est serré. Quelle photo? J'avais tout effacé avant de déménager. Des captures d'écran anciennes, des pages mises en cache, des choses que des amis ont publiées et où tu étais tagué. Il avait tout ce système de suivi. Son codétenu a trouvé cela romantique au début jusqu'à ce que Marcus commence à dire que tu étais juste confuse et que tu avais besoin de te rappeler ce que vous représentiez l'un pour l'autre. J'ai regardé autour de mon appartement studio, le voyant vraiment pour la première fois comme Marcus le verrait. Rez-de-chaussée avec des fenêtres donnant sur le parking. Aucun système de sécurité, juste un verrou à chaîne et un verrou de peine dormant que n'importe qui avec des outils de base pourrait forcer. Une seule sortie par la porte d'entrée. Aucune sortie arrière. Je l'avais choisi parce qu'il était abordable et proche du travail. Sans jamais penser à sa défendabilité. Tyler, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Appelle le détective Walsh du SPD de Seattle et dis-lui que Marcus Wright a été libéré du centre correctionnel de Mill Haven et a proféré des menaces. Dis-lui que j'ai besoin de réactiver mon dossier. C'est déjà fait. Elle est en route pour chez toi. Le soulagement m'a submergé. Le détective Walsh avait traité mon affaire d'origine avant mon déménagement et c'était elle qui avait suggéré que je me relocalise lorsque le comportement de Marcus s'était intensifié. Elle comprenait à quel point il était dangereux et ne considérait pas cela comme de la paranoïa. 20 minutes plus tard, le détective Walsh a frappé à ma porte accompagné d'un officier en uniforme. Je l'ai reconnu immédiatement.
La quarantaine, cheveux bruns courts, le genre de présence stable qui vous donnait l'impression que quelqu'un de compétent s'occupait enfin des choses. Tyler m'a mis au courant, m'a-t-elle dit sans préambule. Nous traitons cela comme une menace active. Depuis combien de temps avez-vous reçu l'avertissement? Il y a environ 1 heure, elle a hoché la tête et a sorti son téléphone. Je transmettrai cela à la force opérationnelle. Marcus Wright est considéré comme à haut risque et sa libération aurait dû déclencher une notification automatique aux victimes. Quelqu'un a laissé tomber le ballon sur le protocole. L'officier en uniforme a commencé à faire le tour de mon appartement, vérifiant les fenêtres et les serrures pendant que le détective Walsh m'interrogeait. Elle voulait savoir si j'avais eu des contacts avec Marcus ou ses associés, toute activité suspecte autour de mon immeuble, toute impression d'être surveillée. Je lui ai parlé des appels téléphoniques étranges que je recevais depuis 1 semaine. Quelqu'un appelait, je décrochais, puis il raccrochait sans rien dire. J'avais supposé que c'était des télévendeurs ou de mauvais numéros, mais maintenant cela semblait sinistre. Ces appels ont commencé il y a exactement 7 jours, j'ai dit, vérifiant mon journal d'appels. Toujours à partir de numéros différents, toujours pendant la journée quand j'étais normalement au travail. Le détective Walsh a pris des notes pendant que l'officier en uniforme terminait son évaluation de sécurité. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mon appartement était ce qu'il appelait tactiquement indéfendable, avec trop de points d'accès et aucune chambre de sûreté où se replier si quelqu'un y pénétrait. Vous ne pouvez pas rester ici ce soir, a dit fermement le détective Walsh. Nous allons mettre en place une surveillance du bâtiment, mais Marcus est intelligent et patient. Il attendra que nous ne regardions plus, puis il passera à l'action. Où suis-je censé aller? Je ne peux pas me permettre un hôtel indéfiniment. Il existe un programme de maison d'accueil pour les cas de violence domestique à haut risque. Ce n'est pas luxueux, mais c'est sûr et confidentiel. Pouvez-vous faire vos bagages rapidement? J'ai jeté l'essentiel dans ma plus grande valise pendant que les officiers attendaient. Des vêtements de rechange, des articles de toilette, mon ordinateur portable, des documents importants, le spray au poivre que le détective Walsh m'avait donné il y a 3 ans et que j'avais porté tous les jours depuis. Pendant que je faisais mes bagages, mon téléphone a vibré avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Bienvenue à la maison, ma belle. Tu m'as tellement manqué. Mes mains ont recommencé à trembler lorsque j'ai montré le message au détective Walsh. Elle l'a immédiatement signalé à son spécialiste des SMS et m'a fait transférer le numéro pour analyse. Cela confirme qu'il vous surveille activement, a-t-elle dit. Le moment n'est pas une coïncidence. Il a envoyé cela juste au moment où nous discutions de vous déplacer vers un endroit sûr. La maison d'accueil était un duplex discret dans un quartier résidentiel à 30 minutes de la ville. Pas de panneaux, pas de caractéristiques de sécurité évidentes, juste une maison normale dans une rue calme. Mais quand le détective Walsh a frappé à la porte, j'ai remarqué le cadre renforcé et plusieurs verrous de peine dormants. Une femme d'une 50aine d'années a répondu, se présentant comme Linda, la coordinatrice de la maison. Elle avait le regard fatigué de quelqu'un qui en avait trop vu mais qui se souciait encore assez pour aider. Nous avons des protocoles ici qui assurent la sécurité de tout le monde, a expliqué Linda en me montrant une petite chambre avec un lit simple et une commode. Pas de contact avec des personnes extérieures, sauf si je l'ai d'abord autorisé. Pas de réseaux sociaux, pas de publication de photos, pas de partage de cette adresse avec qui que ce soit. La chambre était basique mais propre avec des rideaux épais et une fenêtre avec des barreaux déguisés pour avoir l'air décoratif. Linda m'a donné un téléphone prépayé et a expliqué que mon téléphone habituel devrait rester éteint sauf pour les appels essentiels passés via leur système sécurisé. Marcus est technologiquement sophistiqué. Le détective Walsh m'avait prévenu. Il peut suivre la localisation de votre téléphone, surveiller vos appels, même accéder à vos photos et messages s'il a installé un logiciel espion. Nous traitons cela comme s'il avait un accès complet à votre vie numérique. Cette première nuit dans la maison d'accueil, je suis restée éveillée à écouter chaque bruit. La maison abritait 3 autres femmes, chacune avec sa propre histoire d'horreur de violence croissante et de protection légale défaillante. Nous ne partagions pas les détails, mais la compréhension entre nous était immédiate. Nous savions toutes ce que c'était que d'être chassés par quelqu'un qui prétendait nous aimer.
Linda avait mis en place un système de vérification où chaque résidente devait confirmer qu'elle était en sécurité toutes les quelques heures en appuyant sur un bouton dans sa chambre. Si quelqu'un manquait de vérification, la sécurité armée interviendrait immédiatement. C'était à la fois rassurant et terrifiant d'avoir besoin de ce niveau de protection. Le détective Walsh a appelé le lendemain matin avec une mise à jour qui m'a glacé le sang. Nous avons trouvé la voiture de Marcus garée à 3 pâtés de maison de votre immeuble. Il y était depuis hier après-midi, juste à regarder et à attendre. Est-il toujours là? Non, la voiture est partie maintenant, mais nous avons trouvé quelque chose dans le véhicule lorsque nous l'avons remorqué. Elle a fait une pause. Des photos de vous prises récemment. Vous marchant au travail, sortant de votre immeuble, au café de la 5e rue. Il vous surveille depuis au moins 2 semaines. Les photos prouvaient que Marcus m'avait retrouvé bien avant l'avertissement de Tyler. Il m'avait observé, appris mes routines, planifié son approche. La nausée s'est intensifiée lorsque j'ai réalisé à quel point j'avais été exposé, vivant ma vie quotidienne pendant qu'un prédateur étudiait chacun de mes mouvements. Il y a plus. Le détective Walsh a continué. Nous avons trouvé un journal dans sa voiture. Des entrées détaillées sur votre emploi du temps quotidien, des descriptions de vos vêtements, des spéculations sur vos relations avec vos collègues et vos voisins. Il a construit un profil psychologique de votre vie actuelle. Quel genre de spéculation? Il est convaincu que vous êtes contrôlé ou manipulé par d'autres personnes. Les entrées du journal suggèrent qu'il pense que vous voulez vous réconcilier mais que vous ne le pouvez pas à cause d'influences extérieures. Il a identifié plusieurs personnes qu'il considère comme des menaces à votre relation. Ma bouche est devenue sèche. Quel genre de menace? Votre patron, votre voisin du dessous à qui vous parlez parfois, le barista de votre café qui connaît votre nom. Marcus a des descriptions détaillées de tous et des notes sur la façon de supprimer leur influence de votre vie. L'étendue de l'obsession de Marcus était stupéfiante. Il ne se concentrait pas seulement sur moi. Il avait construit une théorie du complot entière sur qui nous empêchait d'être ensemble. Dans son esprit, j'étais une victime qui devait être sauvée des gens qui me manipulaient. Ce niveau de délire le rendait infiniment plus dangereux car il croyait sincèrement qu'il me sauvait plutôt que de me terroriser. Détective, j'ai besoin d'avertir mes collègues s'ils pensent qu'ils sont des menaces. C'est déjà fait. Nous avons informé votre employeur et recommandé une sécurité renforcée sur votre lieu de travail. Votre patron coopère pleinement avec nos mesures de protection. Linda a frappé à ma porte cet après-midi-là et m'a dit que j'avais une visiteuse dans la salle commune. Le détective Walsh était là avec une femme que je ne reconnaissais pas, blonde, environ 40 ans, avec une intelligence vive qui suggérait une formation en droit. C'est l'agent Coleman du FBI, a dit le détective Walsh. Le cas de Marcus a été élevé au niveau fédéral en raison de son schéma de harcèlement inter-État et de la nature sophistiquée de ses méthodes de surveillance. L'agent Coleman s'est assise en face de moi avec un épais dossier. Nous suivons Marcus Wright depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Ce n'est pas sa première victime. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Marcus a un schéma. Il se fixe sur une femme, escalade vers un comportement criminel, est incarcéré, puis utilise son temps en prison pour planifier sa prochaine approche. Vous êtes la 4e femme qu'il a ciblée au cours des 12 dernières années. Elle a ouvert le dossier et m'a montré des photos de 3 autres femmes. Différents âges, différentes apparences, mais toutes partageant une ressemblance générale avec moi. Cheveux sombres, carrure similaire, le genre de confiance tranquille qui semblait déclencher l'obsession de Marcus. Qu'est-il arrivé à elle? Ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûre de vouloir savoir. La première femme, Sarah, a déménagé au Canada et a complètement changé d'identité. Pas de contact pendant 8 ans, ce que nous considérons comme un succès. La deuxième, Jennifer, n'a pas eu autant de chance. Marcus l'a retrouvée après sa première libération et a escaladé jusqu'à la violence physique. Elle a survécu, mais a des blessures permanentes. L'agent Coleman a tourné la page pour me montrer un rapport de police avec des photos qui m'ont rendu malade. La troisième femme, Amanda, a complètement disparu. Nous soupçonnons que Marcus l'a enlevée, mais nous n'avons jamais pu le prouver ni retrouver ses restes.
La pièce semblait trop chaude et trop froide en même temps. Je faisais partie d'un schéma, un type qui déclenchait quelque chose de dangereux dans la psychologie de Marcus. Le lien personnel que je pensais avoir était une illusion. J'étais juste la dernière version d'une obsession qu'il affinait depuis plus d'une décennie. La bonne nouvelle, a continué l'agent Coleman, est que nous avons appris des cas précédents. Nous connaissons ses méthodes, ses schémas d'escalade, ses déclencheurs psychologiques. Cette fois, nous anticipons ses mouvements au lieu de réagir à ses actions. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous allons l'attraper en flagrant délit au lieu d'attendre qu'il vous fasse du mal. Mais cela nécessite votre coopération dans une opération qui comporte des risques. Le détective Walsh s'est penché en avant. Nous voulons vous utiliser comme appât. Le plan qu'ils ont esquissé était terrifiant mais logique. Je retournerai à ma routine normale tout en étant surveillé par une équipe d'infiltration. Lorsque Marcus ferait inévitablement son coup, il l'arrêterait avec suffisamment de preuves pour garantir qu'il resterait en prison définitivement. Il s'attend à ce que vous couriez ou vous cachiez. L'agent Coleman a expliqué, quand vous ne le faites pas, quand vous semblez vivre normalement, cela déclenchera son besoin de prendre contact. Son schéma suggère qu'il essaiera de vous approcher directement dans les 72 heures. Et si quelque chose tourne mal, s'il m'atteint avant que vous puissiez l'arrêter, c'est pourquoi nous avons mis en place des garde-fous. Vous porterez un traceur GPS et un bouton de panique. Des agents infiltrés seront positionnés à votre appartement, à votre lieu de travail et partout entre les deux. Vous ne serez jamais seul, même quand vous ne pourrez pas voir la protection. Le détective Walsh m'a tendu un petit appareil qui ressemblait à un tracker de fitness. Ceci envoie une alerte instantanée à notre équipe tactique si vous appuyez dessus. Le temps de réponse est inférieur à 90 secondes n'importe où dans la ville. Linda a offert une perspective différente lorsque je lui ai demandé son avis plus tard. J'ai vu beaucoup de femmes passer par ce programme, a-t-elle dit pendant que nous buvions du café dans la cuisine. Celles qui prennent le contrôle de la situation s'en sortent généralement mieux que celles qui continuent de fuir. Mais vous devez comprendre que chaque choix comporte des risques. Que ferais-tu ? Je me poserai une question. Veux-je passer le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule ? Ou veux-je mettre fin à cela définitivement ? Parce que Marcus ne va pas s'arrêter. La prison n'a pas guéri son obsession. Elle lui a juste donné le temps de mieux planifier. Cette nuit-là, j'ai appelé ma sœur à Portland et lui ai expliqué la situation. Elle s'est immédiatement proposée de venir en voiture et de rester avec moi, mais je lui ai dit que cela la mettrait aussi en danger. Marcus avait identifié toute personne qu'il considérait comme une influence dans ma vie comme une cible potentielle. C'est insensé, a-t-elle dit. Tu ne devrais pas avoir à risquer ta vie pour arrêter un cinglé qui ne peut pas accepter un non. Je sais, mais l'alternative est de fuir pour toujours, et il a prouvé qu'il peut me trouver où que j'aille. Nous avons parlé pendant 1 heure, et à la fin de l'appel, elle a compris pourquoi j'avais besoin d'essayer le plan du FBI. Pas parce que c'était sûr, mais parce que c'était le seul chemin qui pourrait vraiment mettre fin au cauchemar au lieu de le simplement reporter. Le lendemain matin, j'ai réintégré mon appartement sous une protection de surveillance complète. L'équipe de l'agent Coleman avait installé des caméras cachées dans tout l'immeuble et positionné des agents infiltrés dans des unités sélectionnées stratégiquement. Ma voisine du dessus était en fait une agent fédérale, tout comme l'ouvrier d'entretien qui réparait des choses dans le complexe toute la semaine. Je suis retourné travailler au cabinet comptable où j'étais employé depuis 8 mois. Mes collègues avaient été informés de la situation de sécurité et on leur avait dit d'alerter immédiatement la direction si quelqu'un posait des questions sur moi ou semblait surveiller le bâtiment. La réceptionniste avait des photos de Marcus et des instructions d'appeler le 911 s'il apparaissait dans le hall. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé. J'ai suivi ma routine normale, travail, supermarché, café, salle de sport, tout en sachant que des agents entraînés surveillaient chacun de mes mouvements. Le traceur GPS était lourd à mon poignet, un rappel constant que j'étais l'appât dans un piège conçu pour attraper un prédateur. Le 3e matin, l'agent Coleman a appelé pendant que je me préparais pour le travail. Il a contacté votre propriétaire la nuit dernière, se faisant passer pour votre frère, et a dit qu'il prévoyait une visite surprise, a demandé votre numéro d'appartement et si vous viviez seul. Qu'est-ce que votre propriétaire lui a dit ?
Rien, heureusement. Votre propriétaire connaît la situation de sécurité et a immédiatement appelé notre ligne d'assistance. Mais Marcus sait maintenant exactement où vous vivez et que vous ne vous cachez pas. La fin du jeu commençait. Dans les heures qui ont suivi, Marcus ferait probablement son coup. Je portais le bouton de panique déguisé en collier et j'ai essayé d'agir normalement pendant mon trajet au travail, bien que chaque personne dans le bus semblait potentiellement suspecte. Au bureau, je me suis assise à mon bureau traitant des factures et répondant au téléphone pendant que des agents fédéraux surveillaient les entrées du bâtiment. Vers midi, la réceptionniste a appelé mon extension. « Il y a quelqu'un ici qui vous demande, dit qu'il est votre cousin, Tyler. » Mon sang s'est glacé. Tyler était toujours en Californie et ne se présenterait jamais sans prévenir. Marcus était dans le bâtiment à 5 étages en dessous de moi, prétendant être de la famille. Dites-lui que je suis en réunion et demandez-lui d'attendre dans le hall, ai-je dit, en suivant le protocole que l'agent Coleman m'avait inculqué. Puis appelez immédiatement le numéro que je vous ai donné hier. J'ai appuyé sur le bouton de panique et j'ai senti la petite vibration qui a confirmé que le signal avait été envoyé. En quelques secondes, la voix de l'agent Coleman est arrivée dans mon oreillette. L'équipe tactique se déplace. Restez exactement là où vous êtes. N'allez pas dans le hall. Par la fenêtre de mon bureau, j'ai pu voir des voitures banalisées arriver au bâtiment. Des hommes en costume étaient déjà postés dans le hall, ayant anticipé que Marcus pourrait essayer cette approche. La réceptionniste a rappelé 2 minutes plus tard. Votre cousin a dit qu'il attendrait, mais il semble vraiment impatient de vous voir. Il pose beaucoup de questions sur votre emploi du temps et sur l'heure à laquelle vous quittez habituellement le travail. Continuez à lui parler, mais ne lui donnez aucune information. L'aide est en route. J'ai regardé par la fenêtre alors que des agents fédéraux entraient dans le bâtiment, coordonnant avec le personnel infiltré déjà à l'intérieur. C'était le moment pour lequel nous nous étions préparés. Marcus faisait enfin son coup, et cette fois, les forces de l'ordre étaient prêtes. La voix de l'agent Coleman est revenue dans mon oreillette. Le sujet est sous contrôle. Je répète, Marcus Wright est sous contrôle. Vous pouvez descendre au lobby maintenant. Le trajet en ascenseur jusqu'en bas a semblé surréaliste. Après 3 ans de peur et des mois de préparation, c'était terminé en moins de 5 minutes. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu Marcus menotter, encadré par 2 agents fédéraux. Il avait exactement la même apparence que dans mes souvenirs. Taille moyenne, cheveux bruns, le genre de visage oubliable qui l'avait aidé à se fondre dans la masse pendant qu'il me traquait. Mais son expression quand il m'a vu était tout sauf oubliable. Une rage pure mélangée à ce qu'il pensait probablement être de l'amour. Une combinaison qui m'avait toujours effrayé chez lui. « Sophia, dit-il alors que les agents le faisaient passer devant moi. Tu es magnifique. Je savais que tu finirais par comprendre. Ce n'est que temporaire. Nous sommes faits pour être ensemble. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas répondre. La façon dont il parlait, comme si être arrêté pour harcèlement était juste un inconvénient mineur dans notre relation prédestinée, m'a rappelé exactement pourquoi j'avais eu besoin de mettre fin à cela définitivement. L'agent Coleman s'est approché de moi pendant qu'il chargeait Marcus dans le véhicule de transport. Nous avons trouvé des preuves supplémentaires dans sa chambre d'hôtel. Des photos, du matériel de surveillance, des plans détaillés pour vous approcher, ainsi que des armes, 3 couteaux et des attaches de câbles. Cela allait dégénérer en enlèvement ou pire. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, il fait face à des accusations fédérales pour harcèlement inter-État, violation d'ordonnances de protection et tentative d'enlèvement. Avec ses condamnations antérieures et les preuves que nous avons recueillies, il encourt une peine de 15 à 20 ans minimum. Alors que les voitures de police s'éloignaient avec Marcus à l'intérieur, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une sécurité réelle, pas le soulagement temporaire de la distance ou de la fuite, mais la certitude profonde que la menace était neutralisée. Le détective Walsh m'a raccompagné à mon appartement ce soir-là pour récupérer mes affaires. L'équipement de surveillance resterait en place jusqu'au procès, mais j'étais libre de reprendre ma vie normale. Vous avez fait quelque chose d'incroyablement courageux, a-t-elle dit pendant que nous attendions l'ascenseur. La plupart des gens dans votre situation auraient juste continué à fuir.
La fuite ne fonctionnait pas. Il allait toujours me trouver. Tout le monde ne s'en rend pas compte. Vous avez pris le contrôle de la situation au lieu de la laisser vous contrôler. Ce soir-là, j'ai appelé Tyler pour le remercier de l'avertissement qui avait déclenché la chaîne d'événements menant à la capture de Marcus. Merde, a-t-il dit quand je lui ai parlé de l'opération du FBI. Alors, ce cinglé a traqué d'autres femmes aussi, pendant 12 ans. Apparemment, j'étais juste la dernière cible. Putain, tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Tu as probablement sauvé celle qu'il allait cibler ensuite. Je n'y avais pas pensé comme ça, mais Tyler avait raison. En acceptant l'opération fédérale, j'avais non seulement mis fin à la menace de Marcus pour moi, mais j'avais empêché qu'il ne victimise d'autres femmes à l'avenir. L'agent Coleman a appelé tous les quelques mois pour me tenir au courant du statut de Marcus. Il a été placé en sécurité maximale et a été sanctionné plusieurs fois pour avoir tenté d'accéder à des privilèges Internet et d'exercer des pressions sur d'autres détenus pour qu'ils lui passent des appels. La prison n'a pas guéri son obsession, mais elle l'a contenue de manière permanente. Il parle toujours de vous, m'a dit l'agent Coleman lors de son dernier appel. Il croit toujours que vous lui rendrez visite un jour. Il est toujours convaincu que c'est un malentendu qui sera résolu. Est-ce que cela vous inquiète? Pas en termes de danger immédiat. Il ne sortira jamais et la prison surveille toutes ses communications, mais cela confirme que nous avons fait le bon choix en poursuivant des peines à perpétuité. Ces délires n'ont pas du tout faibli. 3 ans plus tard, je peux enfin dire que ma vie m'appartient à nouveau. Je voyage sans constamment regarder par-dessus mon épaule. J'utilise mon vrai nom pour les réservations de restaurants. Je publie occasionnellement sur les réseaux sociaux, bien que je sois toujours prudente quant aux informations de localisation et aux détails personnels. Le traumatisme a laissé des changements permanents dans ma façon de naviguer dans le monde. Mais ces changements ressemblent à de la sagesse plutôt qu'à des dommages. Je suis maintenant bénévole auprès d'un programme de défense des victimes, aidant d'autres survivants de harcèlement à comprendre leurs options légales et leurs ressources de sécurité. Beaucoup d'entre elles sont là où j'étais il y a 5 ans, terrifiées, isolées, convaincues qu'elles sont impuissantes contre quelqu'un qui refuse de refuser. Je partage mon histoire non pas pour minimiser leur peur, qui est complètement justifiée, mais pour démontrer que même les stalkers les plus persistants et sophistiqués peuvent être arrêtés avec la bonne combinaison d'action en justice, de coopération des forces de l'ordre et de courage personnel. La partie la plus difficile pour la plupart des survivants à accepter est que prendre le contrôle nécessite d'augmenter temporairement le risque afin d'éliminer la menace définitivement. C'est contre-intuitif. Tout votre corps crie de fuir et de vous cacher lorsque vous êtes chassé. Mais parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de fuir et de forcer la confrontation à vos conditions, avec une protection professionnelle en place. Le détective Walsh, qui est resté en contact même après la clôture de l'affaire, l'a parfaitement résumé lors de notre dernière conversation. Vous êtes passé de victime à survivante à défenseur. Cette progression demande une force incroyable et donne de l'espoir à d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Sarah, la première femme que Marcus avait harcelée il y a 12 ans. Elle avait lu l'affaire dans les journaux et voulait me remercier de l'avoir enfin arrêtée. Sa lettre décrivait des années de déménagement, de changement de nom, de vivre dans la peur constante d'être découverte. Elle avait construit une bonne vie au Canada, mais toujours avec la connaissance que Marcus était toujours là dehors, la chassant potentiellement. Lire sa condamnation a eu l'impression d'être libérée d'une prison que je ne savais même pas être encore, a-t-elle écrit. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, je peux arrêter de regarder par-dessus mon épaule. Merci d'avoir eu le courage de mettre fin à ce cauchemar pour nous toutes. Cette lettre m'a rappelé pourquoi l'opération du FBI avait valu le risque. Il ne s'agissait pas seulement de ma sécurité. Il s'agissait de briser un cycle de violence qui avait détruit plusieurs vies pendant plus d'une décennie. En refusant de continuer à fuir, j'avais non seulement retrouvé ma propre vie, mais j'avais empêché Marcus de continuer à terroriser d'autres femmes. Parfois, les batailles les plus importantes sont celles que nous menons non seulement pour nous-mêmes, mais pour les personnes qui viennent après nous. Les cicatrices du traumatisme ne disparaissent pas, mais elles peuvent devenir une source de force plutôt que de honte. Chaque jour où je vis librement est une victoire sur la personne qui a essayé de me voler mon autonomie et de me réduire à un objet d'obsession.
Cela vaut la peine de célébrer, et cela vaut la peine d'être partagé avec quiconque a besoin d'entendre que même les situations les plus terrifiantes peuvent avoir des fins où les gentils gagnent. Parfois, la décision la plus dangereuse est aussi la seule qui mène à la vraie liberté. Commentez ci-dessous et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur des gens qui ont pris le contrôle quand le système ne pouvait pas protéger.